Bonjour, mes chers élèves de la 4e année sciences expérimentales, je me présente, Sarah El-Kamel, votre professeur SVT du lycée Sidi Yassine, et sous la direction de Madame Nejia Dridi, inspectrice générale SVT sur Tunis 2, la présente séquence d'apprentissage télévisée portera sur le brassage de l'information génétique, du thème génétique. Pour commencer, observons les figures suivantes. Donc, et que peut-on déduire? Voyons de plus près la figure 1. La figure 1 représente des espèces d'êtres vivants. Donc, prenons quelques exemples d'espèces végétales. On a l'olivier comme arbre, le jasmin comme plante ornementale et aromatique, le blé comme graminée. On a aussi des espèces animales. Prenons quelques exemples. Par exemple, donc, le thon comme poisson, l'escargot comme mollusque, le dromadaire comme mammifère. On observe aussi des espèces de microbes, par exemple la paramécie. Donc on peut déduire que le monde vivant est caractérisé par une grande diversité, c'est la biodiversité. Passons à la figure 2, qui représente différents individus de la même espèce. Ce sont des escargots, et on remarque qu'ils ont des coquilles de couleurs différentes. C'est une diversité phénotypique ou polymorphisme. Cette diversité est aussi observée dans la figure 3. Donc, en effet, elle représente une famille nombreuse. Et on remarque que les enfants se ressemblent, mais sans pour autant être identiques entre eux ni à leurs parents. Donc, ils présentent des caractères individuels différents, malgré qu'ils sont issus d'un même couple. Donc, on peut dire que chaque individu est unique. Donc, pour expliquer la diversité de ces individus, que ce soit chez des espèces animales, végétales ou humaines, il faut se rappeler que ces individus sont issus d'une reproduction sexuée qui, contrairement à la reproduction asexuée, qui est une reproduction conforme, qui génère des individus génétiquement identiques ou clones. Donc, prenons quelques exemples. Rappelons-nous donc que chez les végétaux, on a la multiplication végétative. Aussi, donc, chez les êtres unicellulaires, la division chez les paramécies, qui est assurée par mitose. Aussi, chez les bactéries, on a la bipartition et le bourgeonnement chez la levure, et bien d'autres exemples. Donc, alors que la reproduction sexuée fait intervenir deux phénomènes que sont la méiose, à l'origine des gamètes haploïdes. Par exemple, ici, on a le spermatozoïde, gamète mâle, et l'ovocyte, gamète femelle chez l'espèce humaine. Et le deuxième phénomène, qui est la fécondation, qui rétablit la diploïdie à l'origine de la cellule œuf, diploïde. Donc, pour expliquer la diversité génétique des individus, il faut dégager les conséquences génétiques de la méiose et la fécondation. Donc, notre problème scientifique de cette séance est quelles sont les conséquences génétiques de la méiose et la fécondation. Donc, pour cela, notre plan va s'articuler comme suit. On va commencer par les conséquences génétiques de la méiose, avec 3 conséquences. Ensuite, on va passer aux conséquences génétiques de la fécondation. Et on va terminer par une évaluation formative. Commençons alors les conséquences génétiques de la méiose. Donc, la première activité. Donc, pour cela, observons cette séquence vidéo en vue de définir la méiose, rappeler ses étapes par des schémas commentés et légendés, dégager une première conséquence génétique de la méiose.
Donc, suite à l'observation de cette vidéo, donc, rappelons donc qu'est-ce que la méiose. La méiose donc, est un mécanisme de division permettant la formation de gamètes haploïdes à partir de cellules germinales diploïdes au cours de la gamétogenèse. Donc, notamment, vous avez vu chez l'homme, donc dans le thème reproduction et santé, c'est la fonction exocrine, donc à l'origine de spermatozoïdes qui, à partir d'un spermatocyte 1, qui se divise pour donner 2 spermatocytes 2, et chaque spermatocyte 2 se divise pour donner 2 spermatides. Donc, notamment, l'ovogénèse chez la femme qui, à partir d'un ovocyte 1, donne un ovocyte 2 bloqué en métaphase 2 avec un premier globule polaire, et s'il y a fécondation, la division s'achève pour donner un deuxième globule polaire et un ovotide. Donc, rappelons-nous les étapes de la méiose. En effet, la méiose est une succession de 2 divisions, une division réductionnelle et une division équationnelle. Et pour chacune de ces divisions, se succèdent 4 phases. Donc, pour la division réductionnelle, on a la prophase 1, métaphase 1, anaphase 1 et télophase 1. Pour la division équationnelle, donc on a aprophase 2, métaphase 2, anaphase 2 et télophase 2. Donc, avant de décrire le comportement des chromosomes au cours de la méiose, il faut se rappeler que la méiose est précédée par une interphase au cours de laquelle les chromosomes sous forme de chromatine passent d'un état de 2N chromosomes simples à la phase J1 à 2N chromosomes dupliqués à la phase G2. Donc, on va décrire donc la méiose pour une cellule 2N égale à 2. Donc, N est le nombre de paires. Donc, on va considérer une seule paire. Donc, et par convention, on utilise 2 couleurs. Une couleur qui désigne une origine maternelle et une couleur qui désigne une origine paternelle. Donc, décrivons la prophase 1, au cours de laquelle on assiste à un gonflement du noyau et disparition de la membrane nucléaire, une formation du fuseau achromatique de division et condensation et appareillement des chromosomes homologues pour former ce qu'on appelle bivalent ou tétrade. Donc, bivalent puisqu'on a 2 chromosomes par paire et tétrade puisqu'on a 4 chromatides. Au cours de la métaphase 1, ces chromosomes vont s'aligner sur la plaque équatoriale l'un en face de l'autre. C'est un alignement appareillé des chromosomes formant la plaque équatoriale. Au cours de l'anaphase 1, ces chromosomes vont se séparer et chaque chromosome migre vers le pôle opposé de la cellule. On parle de disjonction aléatoire des chromosomes ou ascension polaire. Et dans chaque pôle, on a un lot de N chromosomes dupliqués. Ensuite, à la télophase 1, suite à la division du cytoplasme, il y a formation de 2 cellules filles haploïdes à N chromosomes dupliqués. Donc, si on veut déduire qu'au cours de la division réductionnelle, on passe de 2N à N. Passons maintenant à la division équationnelle. La prophase 2 est confondue avec la télophase 1, avec 2 cellules haploïdes à N chromosomes dupliqués. Au cours de la métaphase 2, donc ces chromosomes vont s'aligner sur la plaque équatoriale. Et au cours de l'anaphase, suite au dédoublement et clivage du centromère, il y a séparation des chromatides sœurs qui migrent vers le pôle opposé de la cellule. Et dans chaque pôle, on a un lot de N chromosomes simples. Donc, à la télophase 2, donc suite à la division du cytoplasme, on obtient 4 cellules filles haploïdes à N chromosomes simples. Donc, voyons maintenant l'évolution de la quantité d'ADN au cours de la méiose. Donc, on passe d'une quantité 4Q avec 2N chromosomes dupliqués. Au cours de la division réductionnelle, on obtient N chromosomes dupliqués avec une quantité de Q. Et au cours de la division équationnelle, cette quantité donc diminue encore de moitié pour donner une quantité Q avec N chromosomes simples. Donc, dégageons maintenant la première conséquence de la méiose, qui est en effet la réduction du nombre de chromosomes. Et on passe donc d'une cellule diploïde à 2N chromosomes dupliqués à
N chromosomes dupliqués au cours de la division réductionnelle et AN chromosomes simples suite à la division équationnelle. Donc, voyons si vous avez bien assimilé les étapes de la méiose. Donc, testons Nezaki avec un QCM que vous trouverez à la page 201 du manuel scolaire de la 4e année sciences expérimentales. Donc, pour chacun des items suivants, on va repérer là où les réponses correctes. Donc, premier item, donc la méiose, petit a, aboutit à la formation de cellules diploïdes. En B, aboutit à la formation de cellules haploïdes. Bien sûr, elle aboutit à la formation de cellules haploïdes. Réponse B, correcte. C est caractérisée par 2 phases de réplication. Donc c'est faux puisque la réplication se déroule en interphase. D est un ensemble de 2 divisions cellulaires successives. C'est correct puisque ce sont les divisions réductionnelles et équationnelles. Item 2. La première division de la méiose est marquée par la séparation des chromatides sœurs. Donc c'est faux puisque la première division, c'est la division réductionnelle et la séparation des chromatides sœurs se déroule au cours de l'anaphase 2, c'est la division équationnelle. Donc petit b, la disjonction des chromosomes homologues, c'est correct, donc, et se déroule en anaphase 1. C, un appareillement aléatoire des chromosomes en prophase. D, un appareillement des chromosomes homologues en prophase. Donc effectivement, c'est la réponse D qui est correcte, parce que c'est un appareillement des chromosomes homologues et elle ne se fait pas au hasard. C'est un appareillement d'un chromosome paternel et un chromosome maternel. 3. Lors de la méiose, les 2 cellules produites lors de la première division sont encore diploïdes, donc c'est faux. Bien sûr, ce sont des cellules haploïdes qu'on obtient après la première division. 2. La deuxième division de la méiose produit 4 cellules haploïdes à N chromosomes dupliqués. Non, ce n'est pas vrai. Donc, effectivement, c'est des cellules à N chromosomes simples. C. La séparation de chromatides a lieu à l'anaphase de la deuxième division. Donc, oui, c'est correct, c'est au cours de l'anaphase 2. D. La migration des chromosomes homologues de chaque paire se fait au hasard, c'est correct, et c'est au cours de l'anaphase 1. Donc, récapitulons ce qu'on a dégagé au cours de la première activité sur la première conséquence de la méiose, qui est la réduction du nombre de chromosomes, et on passe d'une cellule diploïde à 2N à 4 cellules haploïdes N. Donc, on a vu, par exemple, ici dans cette activité, qu'on a considéré une seule paire de chromosomes, donc, et on obtient dans ce cas 4 gamètes génétiquement identiques 2 à 2. D'accord? Donc, on a 2 gamètes différents. Donc, ici, la question, comment expliquer la diversité génétique des gamètes si on augmente davantage le nombre de chromosomes qu'on va dégager au cours de la deuxième conséquence génétique de la méiose? Donc, l'activité 2. Complétons le document suivant en représentant le comportement des chromosomes au cours de la méiose pour une cellule de n égale à 4. Et ceci pour dégager la deuxième conséquence génétique de la méiose et indiquer le nombre de gamètes génétiquement différents obtenus. Voyons de plus près donc le document. Il représente donc les différentes étapes de la méiose. Donc, on va considérer une cellule de n égale à 4, donc avec n le nombre de paires, donc n égale à 2. Donc, on a 2 paires de chromosomes et toujours par convention, on utilise 2 couleurs, une couleur qui désigne l'origine maternelle et une deuxième couleur qui désigne l'origine paternelle. Donc, voyons donc les étapes de la méiose. Donc, au cours de la métaphase, en effet, il y a 2 possibilités d'alignement des chromosomes sur la plaque équatoriale. Donc, et en anaphase 1, il y a séparation aléatoire des chromosomes homologues, c'est-à-dire c'est une séparation qui se fait au hasard et la séparation des chromosomes d'une paire se fait indépendamment de la séparation de la deuxième paire. C'est-à-dire, au cours par exemple de la première possibilité, dans chaque pôle, on a 2 chromosomes de même origine, soit maternelle, soit paternelle.
Au cours de la deuxième possibilité, on a 2 lots dans chaque pôle avec des chromosomes de différentes origines. Un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle. Donc ce phénomène s'appelle brassage interchromosomique. Donc terminons donc les différentes étapes de la méiose. Donc la première possibilité va donner 4 gamètes identiques 2 à 2 et la deuxième possibilité va donner 4 gamètes aussi identiques 2 à 2. Donc vous remarquez que pour la première possibilité, on a au niveau des gamètes des chromosomes qui ont la même origine. Par exemple, ici, donc, on a soit les 2 chromosomes, ils ont la même couleur, jaune et vert. Et pour la deuxième possibilité, les gamètes contiennent des chromosomes avec origine différente. On a les 2 couleurs dans le même gamète, le jaune et le vert. Donc c'est l'origine paternelle et l'origine maternelle. Donc dégageons une deuxième conséquence génétique de la méiose. Donc en effet, effectivement, c'est le brassage interchromosomique en anaphase 1 au cours de laquelle on assiste à une disjonction aléatoire des chromosomes homologues. Ainsi, le chromosome d'une paire peut être associé avec l'un ou l'autre chromosome d'une autre paire. Donc, terminons avec petit b, indiquer le nombre de gamètes génétiquement différents obtenus. Donc, pour une cellule de n égale à 4, on obtient 4 gamètes génétiquement différents. Effectivement, la première possibilité donne des gamètes, les chromosomes ont la même origine, on les désigne comme gamètes parentaux. Et la deuxième possibilité fournit des gamètes avec des chromosomes de 2 origines différentes et sont désignés gamètes recombinés. Donc voyons si vous avez bien assimilé donc cette conséquence. Je vous propose donc l'activité page 224 de votre manuel de 3e année sciences expérimentales. Donc lisons l'activité. Donc ce document représente une cellule en métaphase 1, c'est la cellule A, en anaphase 1, la cellule B de méiose, ainsi que les gamètes obtenus en C à partir de cette cellule. Les chromosomes d'origine mâle sont indiqués par les numéros 1, 2 et 3, et ceux d'origine femelle sont indiqués par les numéros 4, 5 et 6. Donc, on va répondre aux questions A, B, C et D. Donc, voyons de plus près les questions. Donc, petit a, en utilisant les numéros des chromosomes, repérez les chromosomes homologues et justifiez votre réponse. Ici, j'insiste que toujours en lisant l'énoncé et les questions, il faut souligner les verbes d'action pour savoir concevoir votre réponse et bien répondre à la réponse. Donc, la réponse ici est facile. Donc, on va désigner les paires de chromosomes qui sont 1, 4, 2, 5 et 3, 6, qui sont des chromosomes homologues. Donc, il faut justifier, bien sûr. Effectivement, donc, les chromosomes de la même paire, ils ont la même taille, la même forme et la même position du centromère. Aussi, en métaphase 1, ces chromosomes sont appariés et attachés à la même fibre du fuseau achromatique, comme vous voyez dans la cellule A. Une autre justification, en anaphase 1, ces chromosomes se séparent et chaque chromosome migre vers le pôle opposé de la cellule, comme c'est indiqué dans la figure B. Passons maintenant à petit b. Proposez sous forme de schéma les autres cas possibles de ségrégation des chromosomes à l'anaphase 1, ainsi que les gamètes qui puissent être formés. Donc, on va réaliser des schémas. Donc, la réponse, on a vu qu'en anaphase 1, il y a un brassage interchromosomique, donc qui correspond à la séparation aléatoire des chromosomes en anaphase 1. Donc, on va voir différentes combinaisons. Donc, on a déjà le premier cas. Donc, pour le deuxième cas, donc, on peut avoir une autre combinaison de séparation de chromosomes et on obtient donc normalement 4 gamètes identiques 2 à 2. Donc, on a 2 gamètes génétiquement différents. Le troisième cas et un quatrième cas.
Donc, pour une cellule avec 2n égale à 6, donc on obtient 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 gamètes génétiquement différents. Passons maintenant à la question C. Donc, on nous demande de calculer, en vous appuyant sur l'exemple étudié, le nombre de types de gamètes génétiquement différents pour un karyotype de 2n égale à 46. Donc, on vient de dégager pour 2n égale à 6 qu'on obtient 8 gamètes génétiquement différents. Donc, on se rappelle qu'au cours de l'activité 2, donc pour 2n égale à 4, on obtient 4 gamètes génétiquement différents. Donc, on peut dégager une formule générale donc, qui est pour n chromosomes, on obtient 2 puissance n gamètes génétiquement différents. Donc, ainsi, on peut calculer le nombre de gamètes qu'on obtient pour une cellule 2n égale à 46. Donc, n égale à 23. Donc, on obtient 2 puissance 23 gamètes génétiquement différents qui est supérieur à 8 millions. Donc, on peut déduire que le brassage interchromosomique est d'autant plus important que le nombre de chromosomes est élevé. Donc, concluons sur la troisième conséquence donc, génétique de la méiose, qui est le brassage interchromosomique à l'origine donc, de gamètes génétiquement différents. Donc, et on a établi la formule 2 puissance n gamètes génétiquement différents. Qu'en est-il maintenant pour la troisième conséquence? Donc, passons à la troisième conséquence, activité 3. Donc, lisons l'énoncé. L'observation microscopique de cellules en division de méiose montre qu'au cours de la prophase 1, lors de l'appariement de chromosomes homologues, des chiasmas peuvent avoir lieu entre deux chromatides non sœurs de la même paire, favorisant un échange de fragments de chromatides. Ce phénomène est appelé crossing over, qui est présenté par le document 1. Donc les questions. En se basant sur les informations fournies et vos connaissances, légendez le document 1 et représentez le comportement des chromosomes au cours de la prophase 1, anaphase 1, anaphase 2 et télophase 2 pour une cellule 2n égale à 2. Comparez le nombre de gamètes génétiquement différents obtenus dans le cas de la méiose sans et avec crossing over, toujours pour une cellule 2n égale à 2. Et en C, on va dégager une troisième conséquence de la méiose. On va légender donc le document 1. Donc, on va lire en se basant sur les informations fournies. Donc, ce document représente une observation microscopique en prophase 1, au cours de laquelle il y a appariement de chromosomes homologues. Donc, ce sont deux chromosomes homologues, considérés deux couleurs. Par convention, donc, une couleur qui désigne l'origine paternelle et une couleur qui désigne l'origine maternelle. Donc, pour la légende, donc, bien sûr, 1, c'est le centromère qui relie deux chromatides sœurs. Et, d'après l'information fournie, donc, il y a des chiasmas qui peuvent avoir lieu entre deux chromatides non sœurs de la même paire. Et c'est une cassure qui favorise un échange de fragments de chromatides et ce phénomène est appelé crossing over. Donc, continuons donc la suite de la question. On va représenter le comportement des chromosomes au cours de la prophase 1, anaphase 1, l'anaphase 2 et télophase 2 pour une cellule 2n égale à 2. Donc, pour une cellule 2n égale à 2, au cours de la prophase, donc, on a une seule paire de chromosomes. Donc, toujours donc, avec deux couleurs différentes pour l'origine. Donc, au début de prophase, on assiste à un appariement de chromosomes homologues. Et un phénomène peut se produire qui est le crossing over. En effet, c'est un enjambement entre deux chromatides non sœurs au niveau d'un point appelé chiasma, qui correspond donc à l'enchevêtrement des chromatides sœurs. Donc, et qui conduit à l'obtention donc de chromosomes homologues dits recombinés. Ce phénomène est dit brassage intrachromosomique. Donc il se fait à l'intérieur des chromosomes, contrairement au brassage interchromosomique qui s'est réalisé entre les chromosomes. Et que c'est la migration au hasard des chromosomes. Donc continuons les étapes de la méiose.
Au cours de l'anaphase 1, donc, il y a séparation aléatoire au hasard donc des chromosomes homologues. En anaphase 2, on a séparation des chromatides sœurs. Et en télophase, on obtient 4 cellules filles haploïdes à N chromosomes simples. Et on remarque que ici les gamètes sont différents. Donc, on obtient 2 gamètes parentaux et les 2 autres gamètes qui ont subi, donc les 2 autres chromosomes qui ont subi le brassage sont appelés donc gamètes recombinés. Donc, passons à petit b. Comparer le nombre de gamètes génétiquement différents obtenus dans le cas d'une méiose sans et avec crossing over. Donc, on a vu dans l'activité 1 un exemple d'une cellule sans crossing over. Donc, et on a obtenu 2 gamètes parentaux différents. Pour l'activité 3, donc pour une méiose avec crossing over, on obtient 2 gamètes parentaux différents et 2 gamètes recombinés différents. Donc, pour conclure sur la troisième conséquence de la méiose, c'est la question C. Donc, en effet, c'est le brassage intrachromosomique qui a lieu en prophase 1. Donc, et il se produit au niveau des chiasmas un échange de fragments de chromatides non sœurs ou crossing over qui aboutit à des gamètes recombinés. Donc, on peut dire aussi que ce brassage est de temps plus fréquent que le chromosome est long. Donc, plus les chromosomes sont longs, plus on a donc une fréquence plus élevée d'avoir donc ce phénomène. Donc, récapitulons sur les conséquences génétiques de la méiose. Donc, on a vu le brassage interchromosomique, donc qui a lieu en anaphase 1, donc, et on obtient 2 puissance n gamètes génétiquement différents. Le brassage intrachromosomique qui a lieu en prophase 1, donc il y a un crossing over qui aboutit à des gamètes recombinés. Donc, la conséquence de la méiose, c'est la diversité génétique des gamètes. Donc, passons maintenant à les conséquences génétiques de la fécondation. Donc, je vous propose l'activité du manuel scolaire du 3e année sciences expérimentales. Voyons de plus près donc, l'énoncé. Les 2 figures du document suivant représentent chacune 2 paires de chromosomes, une paire d'autosomes AA' et une paire de chromosomes sexuels XX et XY, pris de cariotypes de femmes et d'hommes. Donc, première question, voyons de plus près donc la première question. En utilisant les chromosomes schématisés dans le document, on va représenter, toujours donc il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire, on va représenter la garniture chromosomique des différents types de gamètes mâles et femelles que peut donner chacun de ces individus. La garniture chromosomique, c'est-à-dire on va représenter les chromosomes, leur forme, leur taille et leur nombre. Bien sûr, en restant fidèle au document présenté. Donc, ce document, donc, pour simplifier, on va considérer donc 2n égale à 4. Donc, et en considérant une méiose avec un brassage interchromosomique, donc on obtient 4 gamètes génétiquement différents pour chaque cellule. Donc, chez la femme, donc, un autosome A peut être associé avec l'autre chromosome de l'autre paire, X. L'autosome A peut être associé avec X', A' avec X ou A' avec X'. Chez l'homme, donc on a un autosome A, donc un chromosome autosome A, avec X ou avec Y, l'autosome A' avec X ou A' avec Y. Donc vous voyez qu'on a respecté donc, la couleur, la taille et la position du centromère. Donc, et la cellule de départ, ce sont des chromosomes à 2 chromatides dupliqués. Et bien sûr, pour les gamètes, on représente un chromosome simple avec une seule chromatide. Passons à petit 2. Donc, on va remplir le tableau suivant en utilisant les lettres AA', XX' et Y pour représenter les gamètes mâles et femelles ainsi que les zygotes obtenus de leur rencontre. Donc, pour les gamètes mâles AX, AY, A'X et A'Y. Pour les gamètes femelles AX, AX', A'X et A'X'. Donc, pour les zygotes, en fait, donc, ça se déroule au cours de la fécondation et c'est la rencontre des gamètes
d'accord, qui donne un zygote diploïde. Et cette rencontre se fait au hasard. Donc, chacun de ces gamètes mâles, AX, AY, etc., peut se rencontrer avec les 4 autres gamètes. Donc, les combinaisons possibles. Donc, le gamète femelle avec AX peut se rencontrer avec le gamète mâle AX. AX, gamète femelle, peut se rencontrer avec le gamète mâle qui a l'autosome A et Y, et ainsi de suite pour compléter le tableau. Donc, troisièmement, on va comparer donc les garnitures chromosomiques des zygotes obtenues et que peut donc dire on peut obtenir 16 zygotes différents. Donc, si on a XX, donc ce sont des filles, et si on a XY, ce sont des hommes. Donc, on a 8 filles possibilités donc, et 8 garçons. Donc, récapitulons sur les conséquences génétiques de la fécondation. Donc, au cours de la fécondation, il y a un brassage parce que la rencontre des gamètes se fait au hasard. La fécondation rétablit la diploïdie puisqu'elle donne des cellules œufs avec 2 N chromosomes et elle amplifie la diversité génétique puisque les zygotes sont génétiquement différents et chaque zygote est unique avec sa combinaison donc, de chromosomes. Prenons l'exemple donc chez l'homme et en considérant le brassage interchromosomique qui aboutit à 2 puissance 23 gamètes différents, le brassage au cours de la fécondation va donner 2 puissance 23 pour le gamète mâle et 2 puissance 23 pour le gamète femelle qui vont se rencontrer donc, pour donner donc 2 puissance 46 zygotes possibles. Et ceci en considérant seulement donc, le brassage interchromosomique. Imaginez si, en plus, le brassage intrachromosomique qui peut avoir lieu entre les chromosomes, donc on obtient un nombre infini donc, de zygotes différents. Donc, récapitulons donc, au cours de cette leçon, donc, rappelons notre problème scientifique. Quelles sont les conséquences génétiques de la méiose, donc, qui sont 2 phénomènes de la reproduction sexuée. Donc, la méiose aboutit à des gamètes qui sont génétiquement différents suite au brassage intrachromosomique au cours de l'anaphase 1 et interchromosomique au cours de l'anaphase 1. Et la fécondation qui est la rencontre au hasard des gamètes donc, qui donne des zygotes différents et, comme a dit André Langney, qui fait un œuf fait du œuf. Donc, voyons si vous avez bien assimilé donc, cette séquence. Donc, on va passer à une évaluation formative. Donc, commençons par un QCM. Pour chacun des items suivants, repérons là où les réponses correctes. Donc, item 1, ici, donc j'insiste que chaque réponse fausse annule la note attribuée à l'item. Donc, au jour de l'examen, il faut faire très attention, bien lire donc l'item, les questions et répondre correctement. Donc, petit 1, les points communs entre le brassage interchromosomique et intrachromosomique n'aboutissent qu'à des gamètes parentaux. Non. Donc, B, ils aboutissent à des gamètes recombinés. Oui, réponse correcte, B. C, ils se déroulent au cours de la division équationnelle de la méiose ou de la division réductionnelle. Bien sûr, c'est la division réductionnelle, donc le brassage interchromosomique au cours de l'anaphase 1, de la première division, et le brassage intrachromosomique au cours de la prophase 1. L'item 2, le brassage interchromosomique ne peut avoir que dans des cellules diploïdes. Oui, effectivement, donc, puisqu'il y a séparation des chromosomes homologues, puisqu'on a 2 chromosomes homologues, donc une cellule avec 2 N. B se produit avant le brassage intrachromosomique, donc c'est faux, le brassage inter, c'est après le brassage intra. C correspond à la séparation aléatoire des chromatides. Non, donc c'est une séparation aléatoire des chromosomes homologues. D permet d'obtenir des cellules haploïdes génétiquement différentes. Oui. Donc, troisième item, la fécondation rétablit la diploïdie. Oui, c'est correct. Permet de revenir à un stade haploïde. Non. B, c'est faux. Donc, C
réduit le brassage génétique réalisé de la méiose, D amplifie. Amplifie, c'est-à-dire augmente le brassage génétique réalisé de la méiose. Donc oui, réponse D, il augmente le brassage génétique réalisé lors de la méiose. Donc passons à un exercice, donc à une évaluation formative. Donc je vous présente ce document qui représente la garniture chromosomique d'une ovogonie en 2A, du deuxième globule polaire en 2B et celle du spermatozoïde fécondant en 2C. Donc pour simplifier, on a considéré 2n égale à 4 avec une paire d'autosomes AA' et une paire de chromosomes sexuels X, X', et pour l'homme, donc pour la figure 2C, c'est Y. Donc les questions, il faut bien lire les questions et bien lire toutes les questions avant de répondre. Donc petit a, en tenant compte de la figure de A et en vous limitant au brassage interchromosomique, schématiser le comportement des chromosomes au cours de l'anaphase 1, représenter la garniture chromosomique des différents ovotides qui peuvent être obtenus au cours de l'ovogenèse. Deuxième question, en tenant compte de la figure de B, représenter la garniture chromosomique de l'ovocyte 2 et celle du premier globule polaire, en justifiant votre réponse. Troisième question, en tenant compte des deux figures 2B et 2C, représenter la garniture chromosomique de l'A ou des cellules œufs possibles. Donc on va répondre à ces différentes questions. Donc première question, en tenant compte de la figure de A et en vous limitant au brassage interchromosomique, schématisez le comportement des chromosomes au cours de l'anaphase 1. Donc la réponse, donc ici pour la figure de A, on a une ovogonie. Donc rappelez-vous que l'anaphase 1 se déroule chez l'ovocyte 1. Donc pour obtenir l'ovocyte 1, donc l'ovogonie ici avec 2n chromosomes simples, elle va subir une duplication des chromosomes pour donner un ovocyte 1 avec 2n chromosomes dupliqués, en effet qui correspond à la phase d'accroissement donc de l'ovogenèse. Donc schématisons donc maintenant l'anaphase 1 pour l'ovocyte 1 et en considérant le brassage interchromosomique, il y a disjonction aléatoire des chromosomes homologues et on a vu pour 2n égale à 4, on a deux possibilités, sauf que cet ovocyte qui subit donc l'anaphase, cette division elle est excentrique et va donner deux cellules de taille inégale, un premier globule polaire et un ovocyte 2. Donc on n'a pas seulement deux possibilités, on a 4 possibilités d'anaphase comme suit, une troisième possibilité et une quatrième possibilité. Donc, on va représenter maintenant la garniture chromosomique des différents ovotides qui peuvent être obtenus au cours de l'ovogenèse. Donc, l'ovotide, il est issu de la division équationnelle de l'ovocyte 2. Donc, puisque chez l'ovocyte 2, on a déterminé 4 possibilités de combinaison donc, de chromosomes, l'ovocyte, suite à la division équationnelle, va donner un ovotide et un deuxième globule polaire avec n chromosomes simples. Donc pour la première possibilité, on a la combinaison AX'. Pour la deuxième possibilité donc, de l'ovotide, on a A'X. La troisième possibilité AX et une quatrième possibilité AX'. Donc ici, donc j'insiste toujours sur ce qu'on appelle garniture chromosomique. Donc on représente le chromosome en restant toujours fidèle donc à l'énoncé, donc avec la taille et le nombre de chromosomes. Maintenant, la question 2. En tenant compte de la figure de B, représentez la garniture chromosomique de l'ovocyte 2 et celle du premier globule polaire en justifiant votre réponse. Donc la figure de B, c'est le deuxième globule polaire. Donc le deuxième globule polaire, ici, il est à n chromosomes simples. Il représente un autosome recombiné
et un chromosome sexuel X'. Donc, il y a AX'. Donc, en effet, cette deuxième globule polaire est issue de la division équationnelle de l'ovocyte 2. Donc, l'ovocyte 2, il est à N chromosomes dupliqués et renferme l'autosome A' avec une seule chromatide qui a subi donc le brassage intrachromosomique et le chromosome X'. Donc, on a déjà répondu, on a répondu à la première partie de la question. Donc, il nous demande de représenter la garniture de l'ovocyte 2. Donc, voici l'ovocyte 2. Donc, il est à N chromosomes dupliqués. Et le premier globule polaire, donc, il contient effectivement les autres chromosomes, donc des paires. Donc, pour le premier globule polaire, on a A, le chromosome A, l'autosome A, et X. Et pour l'autosome A, on a une seule chromatide qui a subi le brassage interchromosomique. En effet, ces deux cellules sont issues de la division réductionnelle d'un ovocyte 1 qui, au cours de la prophase 1, il y a eu un brassage intrachromosomique entre les autosomes A, A'. Troisième question. En tenant compte de la figure de B et de C, on va représenter la garniture chromosomique de la cellule œuf possible. Donc ici, on a une ou deux cellules. Donc on va voir. La figure de B, c'est le deuxième globule polaire. Donc il représente un autosome A' recombiné et X'. Donc ici, on nous demande de déterminer la cellule œuf. Donc la cellule œuf, c'est la rencontre entre l'ovocyte et les spermatozoïdes. Donc en fait, l'ovocyte, il est issu de la division équationnelle de l'ovocyte 2, qui donne un deuxième globule polaire et un ovocyte. Puisqu'ici, le deuxième globule polaire contient l'autosome A recombiné, donc l'ovocyte contient l'autre chromatide donc du même chromosome qui n'a pas subi le brassage intrachromosomique, donc c'est un autosome parental, donc A' associé bien sûr avec X' comme pour le deuxième globule polaire. Donc passons maintenant pour la cellule œuf, donc qui est la rencontre de l'ovocyte avec le spermatozoïde fécondé. Donc c'est la figure de C avec le spermatozoïde, il contient donc AY. Donc la cellule œuf, c'est la rencontre de ces deux cellules avec A', avec les autosomes A' de l'ovocyte et l'autosome A du spermatozoïde. Donc on a A', et ce sont des autosomes non recombinés, et X' avec Y. Donc ici, il faut faire attention. Les gamètes, ils sont à N chromosomes simples pour la cellule œuf. Donc c'est 2 N. Donc on a les deux chromosomes de chaque paire et ces 2 N dupliqués. Mes chers élèves, merci pour votre attention. J'espère que cette séance d'apprentissage télévisé vous a été bénéfique et je vous souhaite beaucoup de succès. À la prochaine.